Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo des coulisses des entrepreneurs. Cette émission où j'essaye de vous montrer qu'il est possible de créer son entreprise et d'en vivre, quel que soit le type d'entreprise choisi. Et aujourd'hui, on va aller voir une forme d'entrepreneuriat bien spécifique. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui s'appelle Anne et qui est illustratrice spécialisée en patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette activité? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Salut Anne. Salut Alex. Merci d'être là. Alors, avec plaisir. On va montrer évidemment durant la vidéo des exemples de tes illustrations, mais raconte-nous ce que c'est d'être illustratrice en patrimoine. Alors, illustratrice spécialisée dans le patrimoine, donc en fait, mon quotidien, c'est d'accompagner à la fois les particuliers et les professionnels dans la mise en valeur de leur patrimoine. Donc, ça peut être des musées, des châteaux, des maisons de famille ou des lieux de réception. Dès qu'il y a du patrimoine à mettre en valeur, je ne suis jamais très loin. On t'appelle, si par exemple j'ai une maison et que je veux faire produire une illustration de cette maison. Exactement. Tu es la bonne personne. C'est ça. C'est un peu le contemporain de l'aquarelle de maison de famille qu'on pouvait avoir à une certaine époque, qui sont plus très d'actualité et qui fonctionnent plus trop dans nos décos d'intérieur d'aujourd'hui. Et du coup, l'idée, voilà, c'est de valoriser à soit ta maison de famille ou un autre lieu particulier grâce à l'illustration numérique. Et alors, on va juste découvrir un peu tout ton parcours, mais dans les grandes lignes, tu as 27 ans. C'est ça. Tu as créé ton entreprise il y a 3 ans maintenant. Exact. Tu as réalisé 50 000 € de chiffre d'affaires, donc tu es au cap où tu peux en vivre confortablement. C'est ça. Tu as des jolies perspectives pour l'année qui arrive. Ouais. Sur un type d'entrepreneuriat, mais qui est, j'ai envie de dire, qui est pas enseigné à l'école, mais aucune forme d'entrepreneuriat n'est enseignée à l'école, mais c'est rare, en tout cas, de se réveiller un matin et de se dire, je vais être illustratrice spécialisée en patrimoine. Comment tu as découvert cette activité? Alors en fait, c'est un besoin personnel en fait qui s'est transformé en activité, puisque en août 2018, j'avais eu besoin d'une illustration pour faire un livret de cérémonie de mariage. Et on trouvait pas en fait l'illustration qui correspondait à ce que les personnes voulaient. Il y avait que soit des croquis un peu vieillots, des aquarelles dont la qualité n'était pas terrible. Et du coup, je me suis dit pourquoi je la ferais pas moi-même, puisque grâce à mon diplôme d'archi, toutes les compétences de dessin, je les avais. Et du coup, voilà, c'est comme ça que l'idée d'illustration de patrimoine est née. Pour une illustration de mariage. C'est ça. Parce qu'effectivement, tu l'as mentionné, toi, tu as fait des études d'architecte. Oui. C'est-à-dire que t'as grandi où? T'as grandi en France? Oui, en France. Alors, j'ai eu pas mal la bougeotte. Je suis née à Paris. Ensuite, on est remonté dans le nord de la France. J'ai fait une partie de mes études à Rouen, en République tchèque et à Saint-Étienne, à côté de Lyon. Et tu décides de faire des études d'archi? Oui. Qui te plaisent pas trop? Alors, j'ai longtemps voulu être archi d'intérieur. Enfin, c'était un milieu qui m'intéressait vraiment. Mais c'est vrai qu'une fois entrée dans le cursus et les études d'archi, j'ai vite entre guillemets été refroidie par sans doute un manque de bienveillance et par le système universitaire français en tout cas. Et j'avais besoin de trouver autre chose en fait sur lequel m'accrocher pour pouvoir avancer. Et tu t'imaginais être à ton compte quand tu as démarré tes études? Pas du tout. Après, c'est vrai que créer son cabinet d'archi, c'est quand même assez monnaie courante au final. Quand on se lance dans des études, on sait qu'on va potentiellement créer son agence, mais c'est pas du tout quelque chose auquel je me projetais, en tout cas dans les premières années de ma vie professionnelle. Mais néanmoins, à un moment, les choses se sont faites. C'est devenu clair pour toi que tu n'allais pas rejoindre un cabinet d'archi ou créer ton propre cabinet, mais que tu allais te lancer en freelance, en indépendante, exactement, sur une activité complètement différente, qui est l'illustration de patrimoine. Exact. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? T'avais des peurs, des doutes? Presque pas en fait, parce que c'était hyper naturel, parce que finalement c'était en fait la traduction de de toutes les valeurs en fait que j'avais envie de mettre dans mon travail. Je sentais que j'allais pouvoir les mettre en place et les mettre en pratique en fait dans mon entreprise. Alors ça s'est forcément pas fait tout de suite, hein, mais en tout cas j'avais cette sérénité en tout cas d'avancer, mais parce que je sentais aussi que j'avais besoin d'un milieu professionnel bienveillant et de m'entourer de personnes qui partageaient les mêmes valeurs que moi.
Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un chouette milieu pour ce genre de choses. Et ça, tu le savais? Tu avais des entrepreneurs dans ta famille? Ma maman qui avait monté sa boîte, oui, mais pas tant que ça en fait. Au final, enfin c'est quand même quelque chose qui est assez loin du milieu professionnel dans mon entourage. Mais je sais pas, c'est étonnant parce que tu me poses la question, mais j'ai pas eu peur en fait. Enfin, je me suis lancée et en fait, je me suis dit que la bienveillance dans laquelle j'avais envie de travailler, en fait, elle valait tous les challenges un petit peu, pas du monde, mais enfin, elle valait le challenge et il fallait se lancer quoi. Ce qu'on remarque, en tout cas nous, dans les gens qu'on accompagne souvent, c'est de voir que l'âge joue beaucoup sur le niveau de peur. Oui. Et quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience professionnelle, effectivement, ça peut être un frein pour réussir dans l'entrepreneuriat. Moi, c'était mon cas. Je me suis lancé comme toi durant mes études. J'ai jamais été salarié d'une entreprise, mais on a moins d'expérience, mais on a l'avantage d'avoir aussi moins de peur. C'est ça. Là où quelqu'un qui a 45 ans, 2 enfants, oui. Parfois on reçoit en formation des mamans célibataires, tu vois, donc oui. on la charge d'un ou plusieurs enfants, oui. toute seule. À ce moment-là, évidemment, te lancer dans l'entrepreneuriat peut déclencher différent. Beaucoup plus de peur, oui. mais tu as l'expérience oui. de plusieurs années professionnelles. C'est ça. Alors que là, j'avais tout à construire. Et puis, c'est vrai qu'au début, j'avais aussi un job alimentaire, entre guillemets, que j'ai gardé 6 mois. Le temps, voilà, de trouver les premiers clients, de commencer à me faire connaître sur les réseaux. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, j'ai senti le moment où il fallait que je lâche ce boulot, que certes, il y aurait eu 3-4 mois un peu sans filet de sécurité, mais en fait, c'est ça qui m'a permis aussi de passer à l'étape d'après, en fait, et de me lancer à 100% dans mon activité. Parfait. Premier secret pour réussir en tant qu'illustrateur, illustratrice, la spécialisation. Alors, Anne, nous, on le voit malheureusement, une erreur, on le voit trop souvent, l'erreur classique, de se lancer en illustrateur, graphiste, créatif et de créer un site internet où tu proposes tout et n'importe quoi, des logos, des flyers, des affiches, des illustrations de patrimoine, des designs de sites internet. Toi, alors déjà, on va peut-être pouvoir discuter, toi et moi, de la différence entre graphiste et illustratrice. C'est pas exactement la même chose, mais tu ne proposes pas des illustrations de sites internet, tu ne proposes pas des illustrations pour des identités graphiques d'artistes, par exemple. Tu ne proposes pas d'illustrations pour des bandes dessinées. Tu proposes des illustrations de patrimoine. C'est mis en avant de manière très claire sur ton site, sur ton Instagram. Pourquoi est-ce que... alors déjà, deux questions. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette spécialisation-là? Parce que je sais que t'as une belle mission derrière et je pense que ça va inspirer toutes celles et ceux qui regardent la vidéo. Et donc, première question, pourquoi avoir choisi cette spécialisation? Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'elle a été aussi importante dans ta réussite durant tes premières années d'entrepreneuriat? Alors d'abord, pourquoi cette spécialisation? En fait, c'est venu encore une fois assez naturellement, mais je pense que c'est parce que ça vient de ma passion en fait pour le patrimoine, l'architecture et les belles choses de manière générale. Mais voilà, j'avais vraiment ce sentiment et cette envie de valoriser le patrimoine pour le rendre plus accessible au grand public d'une certaine manière et pour pouvoir sensibiliser ce grand public à l'importance de préserver le patrimoine. En fait, pour moi, on a vraiment un cercle vertueux entre la valorisation, la sensibilisation et la préservation, où ces 3 choses vont ensemble. Et donc moi, je me suis positionnée sur la valorisation du patrimoine, mais ça relie forcément la sensibilisation qu'on va pouvoir faire auprès du grand public. Et une fois sensibilisé, il va pouvoir prendre conscience qu'il faut préserver nos vieilles pierres, comme j'aime bien les appeler. Mais ça te vient d'où, cette passion du patrimoine? Tu parles à un fan d'histoire. Moi, j'étais nul dans toutes les matières scolaires, sauf en histoire. Je lisais des énormes bouquins sur l'histoire de l'humanité. Moi, ma passion du patrimoine, elle vient
Déjà, bon, j'ai une partie de ma famille qui est égyptienne, donc évidemment tous les bouquins sur les pyramides, la vallée des rois, la vallée des reines. C'est drôle, j'étais passionnée par l'égyptologie quand j'étais petite. Hein. Alors c'est ça qui a créé aussi ta passion de patrimoine? Non, pas forcément, mais je pense que c'est aussi le côté de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles histoires avec un petit H ou avec un grand H, tu vois, à travers l'histoire d'un monument, l'histoire d'une façade, ou même l'histoire d'une ville à plus grande échelle. Mais ouais, il y a ce côté et transmission à travers les siècles aussi. Tu vois, se dire que certaines bâtisses, ça fait des siècles et des siècles qu'elles sont là et elles ont traversé l'histoire avec un grand H, mais elles ont aussi vécu des plus petites histoires à d'autres échelles en fait. Et moi je trouve ça hyper passionnant. Ton monument préféré? Je voulais te poser la question. Ah mais il y en a tellement. De ceux que j'ai illustrés, je pense que la cathédrale des Invalides, c'est celle qui me... Raconte-nous l'histoire de la cathédrale des Invalides. Je suis obligée. Quelques lignes. Non mais disons que pour moi en fait, c'est surtout l'institution que ça va représenter aussi derrière qui m'intéresse vraiment. Et puis le symbole, enfin ça reste un des monuments parisiens les plus emblématiques, les plus visités. Et puis il y a aussi ce côté une certaine ambivalence aussi entre le fait que ce soit un monument hyper connu et aussi ce qui va se passer en son cœur. Enfin, ça reste un monument religieux, donc il y a une certaine intimité à l'intérieur d'un monument qui est vachement ouvert sur le monde. Et voilà, je trouve ça intéressant de ces deux côtés un peu opposés, mais qui se complètent en tout cas au cœur des Invalides. Et autre question sur ta passion, parce que ça fait tellement du bien d'entendre ça. Moi, je le répète dans toutes ces interviews, mais c'est là où on voit la beauté de l'entrepreneuriat. C'est quand tu réussis à créer une entreprise au service de ta passion, oui, sur un sujet sur lequel tu pourrais passer des jours et des nuits. Donc, question supplémentaire. Quel est le lieu que tu rêverais de visiter un jour, que tu n'as pas encore eu l'occasion de voir de tes yeux, le lieu que tu rêverais d'illustrer? Alors, d'illustrer, il y en a plein, mais j'aimerais bien... C'est ça qui est assez drôle parce que au final, on a énormément de patrimoines, tu vois, qui sont connus et qui vont, qui font soit la une des médias ou qui sont toujours sous les feux des projecteurs. Mais moi, ce que je préfère justement, c'est d'essayer d'aller me balader, soit dans des petites rues ou dans des lieux un peu plus méconnus, et de découvrir que, en fait, le patrimoine, il y en a partout. Même là où on pense pas même là où on ne pense pas qu'il y en aurait en fait. Donc je détourne un petit peu ta question, tu vois, mais plus pour qu'on prenne conscience en fait que le patrimoine, il suffit de tout bête mais de décrocher ses yeux de son téléphone ou de ses pieds quand on marche dans la rue. Tu te balades à Paris ou même ailleurs mais toutes les façades pour moi le patrimoine il est vraiment partout. Et en fait plus je travaille, c'est un cercle vertueux en fait, plus je travaille dans ce secteur-là, plus je me rends compte qu'en fait il y en a partout quoi. Dans les petits villages, dans les villes moyennes ou même dans les grandes villes. Et du coup moi je rêverais c'est de faire soit un tour de France, tour du monde pourquoi pas, mais de me plonger vraiment dans la culture et de découvrir tout le patrimoine qui est lié à une culture ou à une autre en fait, et de m'imprégner de tous ces paysages-là et de ces paysages urbains souvent. Est-ce qu'on aura un jour le livre de Anne des adresses secrètes du patrimoine français? Ça pourrait que ça soit dans les rouages. Ouais, ça m'étonnerait pas venant de ta part. Mais c'est vrai, moi je rejoins ce que tu dis. J'ai grandi à Paris, une ville que j'ai beaucoup de mal à supporter depuis quelque temps, mais pour laquelle j'ai une sorte de relation d'amour-haine encore très forte. Et je sais que j'ai grandi dans une rue qui s'appelle la rue de Condé, où le prince de Condé, un prince qui s'appelle le prince de Condé, a vécu. Et le fait de savoir ça, et du coup de commencer à lire l'histoire de ce prince, et de savoir qu'il était à tel numéro, pas loin du numéro où moi j'étais, de savoir comment il est mort, ça t'habite. Moi, je suis un amoureux d'histoire avec toutes les formes de H qu'on peut mettre dedans. Je suis un énorme fan de Joseph Campbell et du mythe du héros, le voyage du héros. Et donc je peux comprendre effectivement qu'on décide de dédier sa vie et son entreprise au patrimoine comme tu l'as fait. Et je crois aussi que dans les moments où on se sent mal, dans les moments où on se sent perdu, se rattacher au patrimoine, savoir à quel patrimoine on peut se
sur lequel on peut s'adosser peut faire énormément de bien. Quand je suis débarqué à New York cette année j'ai passé 3 mois dans cette ville et je connaissais personne. Et la première journée, j'étais assez stressé. Je débarquais là en avion, j'étais avec mon vélo, j'avais récupéré un vélo. Je me baladais tout seul en vélo dans New York et je suis passé devant le Carnegie Hall, qui est un lieu mythique, salle de concert, salle de spectacle. Je pourrais pas décrire tout ce qu'ils ont fait dans le Carnegie Hall, mais je me suis souvenu que ma grand-mère m'avait dit qu'elle était allée là-bas, qu'elle était allée dans ce morceau du patrimoine américain. Et donc bref, mais c'est souvent lié à des souvenirs en fait, c'est ça, et c'est ça que je trouve intéressant. Et par exemple, quand je travaille pour des particuliers qui ont une maison de famille, alors bon, j'ai la chance souvent d'illustrer vraiment des belles propriétés, mais j'ai aussi eu des demandes de certains clients qui m'envoyaient un mail et qui me disaient oui, mais ma maison, elle fait pas 3 étages, elle a pas enfin voilà, elle a pas de caractère particulier. Mais je leur réponds, mais en fait, c'est ce que vous mettez dedans, en fait, qui importe, en fait. C'est les souvenirs que vous y créez. Et en fait, c'est ça qui fait votre patrimoine, en fait, au final. Enfin, qui habite votre patrimoine et qui fait que, en fait, peu importe la maison dans laquelle vous habitez, si vous mettez votre âme dedans et vos souvenirs dedans, c'est l'essentiel. Ah mais là, tu me donnes complètement envie de te commander une illustration pour la maison de mon père à la Cano-Océan à côté de Bordeaux, qui est une maison dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune. Bah voilà. Et ce serait génial. Et d'ailleurs, tu nous as fait un grand plaisir aujourd'hui. Tu nous as fait un cadeau. Oui. Ce que j'ai avec moi. Alors, je sais pas si on verra bien à la caméra, sinon on fera la magie du montage, mais c'est une illustration de Paris. C'est ça, la carte de Paris. Avec les coordonnées GPS. Des bureaux de Live Mentor. Où on se trouve aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et donc, nous, on est, vous voyez, il y a République. Attends, je me suis perdu. République. En haut. République est où? Ouais, t'avais le doigt dessus. Là, à droite. voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. République est là. Et hop, on arrive ici jusqu'au Père-Lachaise. C'est ça. Et juste avant le Père-Lachaise, il y a Live Mentor. Exact. Merci Petite beaucoup. attention personnalisée. Bah de rien, avec plaisir. Donc, bon, on a compris, on est fan de patrimoine avec Anne, hein, on pourra en parler pendant des heures. Mais alors, pourquoi c'est si important? On commence à comprendre un peu en filigrane, mais pourquoi ça a été si décisif pour toi de te spécialiser dans le patrimoine? Est-ce que tu penses que tu aurais pu réaliser ce chiffre d'affaires et trouver ces clients si tu avais été une illustratrice généraliste? Non, parce que déjà tout simplement, en fait, le fait de m'être spécialisée, déjà ça vient de mes compétences de base en fait. Moi, tu me demandes de dessiner, de te dessiner toi par exemple. Je suis pas capable en fait de dessiner des personnages, de la végétation, enfin tout ce qui est un peu plus organique en fait finalement que le patrimoine. Mais donc déjà ça en fait, le fait de travailler constamment tous les jours sur un même sujet, forcément tu deviens spécialiste et spécialisé dans ce que tu fais. Donc ça t'apporte de la crédibilité face à tes futurs clients. Et puis aussi en fait ça m'a permis de me plonger, alors à la fois moi mais aussi ma communauté du coup, dans l'univers du patrimoine. Et au final aujourd'hui par exemple sur les réseaux, je vais à la fois bien parler de mon travail d'illustratrice spécialisée dans le patrimoine, donc de mes offres etc. Mais il y a parfois où aussi je vais emmener entre guillemets mes abonnés avec moi dans une balade à Paris en leur montrant des belles façades. Voilà, il y a tout un univers en fait autour du patrimoine. Alors pour moi le patrimoine, mais dans d'autres spécialisations, il pourrait y avoir tant d'autres choses. On peut être spécialisé dans tout ce qui est culinaire. Ça pourrait être hyper intéressant aussi, ce genre de choses à exploiter, parce qu'il y a tout un rapport voilà avec l'alimentation, la restauration qui est dingue quoi. Mais voilà, le fait de m'être plongé en fait complètement. Enfin, je dis ça comme si c'était volontaire, mais c'est presque inné en fait, tellement je suis passionnée et que je parle avec mes tripes. Mais voilà, cet univers du patrimoine dans lequel j'essaye d'embarquer le plus de monde possible, au final, je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens accrochent quoi. Et ça te permet de parler le vocabulaire de tes clients, ça te permet de les rassurer, exactement. Ça te permet de créer un lien qui serait impossible à créer en étant généraliste. C'est ça, et de partager en fait les valeurs auxquelles ils vont être attachés aussi. Forcément l'amour du patrimoine, des belles choses, la transmission, et de comprendre aussi leurs problématiques, leurs questionnements. Parce que forcément, quand on gère du patrimoine, il y a tout ce qui est
restauration qui va rentrer en compte. Donc ça, c'est alors j'y n'y touche pas forcément moi en tant qu'illustratrice, mais c'est des cordes sensibles en fait auprès de mes clients auxquels moi je vais être attentive. Et même si l'illustration va pas forcément dans un premier temps répondre à cette problématique de restauration, elle peut quand même répondre à tout ce qui est une problématique de mise en valeur, de faire découvrir un monument. Qui dit faire découvrir dit plus de visiteurs, plus d'argent, meilleure restauration. Enfin, voilà, c'est tout un cercle vertueux en fait dans lequel je peux m'inclure d'une certaine manière. Oui, tu touches à un point sur lequel moi j'essaie d'insister avec toutes les personnes que j'accompagne dans les formations Live Mentor, ne pas se dévaloriser, ne pas se présenter comme je suis freelance. Non, toi Anne, tu n'es pas freelance. Non, je suis même pas auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. Ça non. Et pourtant oui, mais non. Enfin, non, tu vois. Tu es illustratrice spécialisée dans le patrimoine. Ça, exactement. Et ça, il est vraiment important que les freelances reprennent cette affirmation, ce goût de l'affirmation, c'est ça. de sorte à pouvoir ne jamais tomber dans la case. C'est un prestataire, c'est une ressource on est bien disposable. plus qu'un statut juridique en fait, enfin clairement, enfin donc il faut casser ces barrières là et foncer avec et se rappeler que à la fois pour soi, pour son estime de soi, c'est essentiel, mais c'est aussi essentiel en termes de posture pour vendre par rapport au client. Ce que quelqu'un achète, c'est une émotion. Clairement. Et cette émotion, on va la faire passer non pas en se présentant avec un statut juridique, comme tu viens de le dire, j'aime beaucoup la formule, mais en se présentant comme quelqu'un qui comprend profondément l'émotion qu'il y a derrière un patrimoine, comme tu nous l'as partagé à l'instant. Oui, exactement. Merci beaucoup pour ce premier bloc donc de cette interview. Deuxième secret de la réussite en tant qu'illustratrice à son compte, la communication sur un réseau social, la capacité à créer même une communauté. Et dans ton cas, Anne, ça a été la création d'une communauté sur Instagram. Donc, tu as un compte. On mettra le lien en description de la vidéo, évidemment. Allez voir ce compte Instagram. Tu as un compte où tu partages ta passion pour le patrimoine. Exact. Qui compte plus de 10 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Ça, exact. Est-ce que tu peux nous donner un peu l'histoire de ce compte, ce qu'il t'apporte, pourquoi tu l'as créé, comment tu interagis avec la communauté, combien de temps tu y passes chaque jour, combien de clients ce compte Instagram t'a apporté, voilà. Alors, ce compte Instagram, je l'ai créé au tout début, entre le moment en fait où j'ai eu l'idée de lancer mon entreprise et le moment officiel où j'ai créé tout ça juridiquement parlant. Et donc on était en décembre 2018. Et puis petit à petit, en fait, j'ai toujours aimé tout ce qui est communication, et je me suis vraiment pris au jeu en fait d'Instagram, de créer des visuels, de prendre le temps de discuter avec les gens aussi, parce que c'est un réseau social avant tout. Donc et voilà, ce côté de discuter avec les gens, de leur montrer aussi le quotidien d'une freelance, de leur montrer le quotidien d'une entrepreneur. Enfin, moi aussi, je trouve ça hyper chouette en fait de pouvoir échanger avec mes abonnés sur Instagram. Mais voilà, je pense que ça a été le réseau social sur lequel je me suis le plus appuyée pour trouver des clients. Et comme je disais, en fait, je suis pas quelqu'un qui est très commercial dans le sens premier du terme. Je suis pas très dans le fait de démarcher les gens, mais en fait créer du contenu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'a vraiment aidé à trouver mes clients, puisque en créant du contenu qui les intéresse, ces personnes-là vont être interpellées par telle ou telle publication et petit à petit vont se rendre compte que mon travail peut les intéresser également. Et alors, plein de questions pour toi là-dessus. Déjà, quel est le pourcentage, si tu l'as à peu près en tête, de tes clients qui sont venus d'Instagram, qui t'ont contacté en message privé Instagram? On est au moins sur 80%, je pense. 80%. Même les professionnels. Incroyable. Ouais. J'ai ma petite idée, mais pourquoi Instagram et pas un autre réseau social? Il y a le côté
hyper proche en fait de la proximité, la spontanéité aussi avec les stories qu'on peut faire, de manière hyper intuitive et hyper rapide. Donc ça, et puis c'est vrai que j'ai un métier qui est assez visuel, donc forcément le travail de la photo, et ça c'est un petit tip, c'est un petit conseil que je tiens de ma petite sœur, que je vais vous partager aussi parce que c'est hyper important. Au tout début, je ne faisais pas mes photos moi-même, tu sais, j'utilisais tout ce qui est mock-up là, les trucs un peu préfaits dans lesquels on vient insérer son illustration. Oui. Et en fait, un jour, ma sœur m'a dit, mais Anne, arrête tes conneries, tu me changes ça et tu prends le temps de faire tes photos toi-même. Ah ben, depuis ce jour-là, je pense vraiment qu'il y a eu un shift en fait sur mon compte Instagram à partir du moment où j'ai pris le temps en fait de retransposer dans les photos que je faisais de mes illustrations mon univers, ma patte et une ambiance en fait qu'on retrouve du coup dans mon feed Instagram au fur et à mesure des publications. Et ça, je pense que c'est hyper important quoi. Elle a quel âge ta sœur? Elle a 20 ans. 20 ans, ouais. Donc ça, c'est incroyable de toujours revenir à cette règle c'est ça. Allez voir vos petits frères, vos petites sœurs, vos cousins, vos cousines. Ouais. Qu'est-ce que c'est eux qui connaissent les codes des réseaux sociaux mieux que nous. Enfin, toi, tu as 27 ans encore, ça va. Moi, j'avais 33. Ouais, ça va encore. 33, c'est aussi, bon. oui. Moi, je suis passé de l'autre côté. Mais bien sûr, évidemment, déjà se spécialiser toujours sur un réseau, c'est là où vous allez gagner en efficacité. C'est tellement dur de créer bien du contenu. Alors le faire à différents endroits, c'est juste impossible. Oui, c'est vrai. Et puis ensuite, effectivement, être un peu stratégique sur à la fois ce qui me donne du plaisir, ce qui me donne de l'énergie. J'aime faire des photos, donc je mets sur Instagram, mais aussi est-ce que mon métier colle à la plateforme. Avec la plateforme. Si je suis une marque e-commerce qui fait du prêt-à-porter, ça marche bien aussi sur Instagram. Par contre, si je suis artiste, comédien, comédienne, chanteur, pourquoi pas YouTube. Si je suis plutôt dans le monde de la technologie, si je suis consultant en communication, je vais peut-être plus aller sur une plateforme comme LinkedIn. Je sais jamais comment prononcer d'ailleurs, LinkedIn ou LinkedIn. Ça fait des années qu'on se moque de moi, mais je continuerai de faire l'erreur, je n'arrive pas à me soigner. Mais donc là-dessus, effectivement, toi, t'es tombé au bon endroit. Et question supplémentaire, est-ce que tu te souviens du moment de la publication où ça a marché pour la première fois? Le moment où le moment où t'as compris, ok, c'est ce type de publication, c'est ce type de contenu que ma communauté attend. C'est là que des commentaires tombent en masse. Du coup, je reviendrai en fait sur le tips de ma sœur. En fait, c'est le moment où j'ai commencé à créer mon propre contenu en fait et à immerger j'allais dire ma communauté, mais à ce moment-là, je devais avoir 1000, 2000 abonnés, pas plus. Mais ce qui est déjà chouette. Et en fait, ça m'a permis de les transporter dans mon univers. Et en fait, je pense que en passant encore plus de temps, parce que bon, mine de rien, faire les photos soi-même, ça prend du temps et voilà, on passe énormément de temps là-dessus. Mais en fait, m'impliquer davantage dedans, je pense qu'en fait, ça, sans le calculer comme ça, tu vois, mais c'est du donnant-donnant en fait. Tu crées du contenu à valeur ajoutée sur tes réseaux, bah forcément les gens, ça va plus les attirer et ça va plus les accrocher. Et voilà, je pense que... Et alors, un contenu classique qu'on peut voir si on va sur ton compte Instagram, c'est quoi? C'est par exemple une illustration, enfin, la photo d'une illustration du Mont-Saint-Michel, pour un exemple. Exactement, ouais, tout à fait. En fait, les illustrations que je vais faire au fur et à mesure de l'année, moi, je vais ensuite faire des tirages pour moi, pour les rajouter dans mon portfolio. Et ensuite, voilà, je vais m'organiser des petites shootings photos pour les mettre en valeur et ensuite, du coup, les publier sur Instagram. Est-ce que tu vas jusqu'à raconter l'histoire du lieu? Ouais, parfois ça m'arrive, parce que justement, je trouve ça chouette de faire le lien et en fait de raconter une histoire, quoi. Ça, c'est le côté un peu storytelling qui est hyper important sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, je pense que ça a marqué tu me demandais le moment où je suis passée, où il y a eu un changement sur mes réseaux, mais aussi le jour où j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête en texte de mes publications, de mettre par exemple illustration du Mont-Saint-Michel, format A3, tel prix, rendez-vous sur... Non, les gens achètent pas ça pour ça, quoi. Et justement, tu vas raconter l'histoire des monuments qu'il y a derrière, raconter
j'imagine le temps que j'ai passé derrière, les petits couacs qu'il y a eu pendant la réalisation. En fait, toutes ces petites choses, soit les backstage de mon entreprise, soit les backstage du monument au final, d'une certaine manière. En fait, c'est ça qui accroche les gens. Les gens s'en fichent que ce soit du format A3 ou A4 sur la photo. Oui. Et ils veulent qu'on parle du monument. Ils sont là pour le monument aussi. Enfin. Et alors après, on va en parler dans un instant, mais là où ton compte Instagram est aussi super décisif, c'est que maintenant tu as, en plus de ton activité de commande, ton activité où tu réponds à des commandes et où tu produis des illustrations, voilà, exactement, en parler de ton activité sur mesure, tu as aussi une partie boutique en ligne, exact, où les gens peuvent venir sur ton site, c'est une plateforme Shopify ou WooCommerce. WooCommerce, une plateforme WooCommerce, où ils peuvent choisir une illustration, c'est ça, que tu as en stock, oui, et la payer automatiquement. Et donc là, tu dois avoir, je suppose, chaque mois, des gens qui te découvrent via Instagram et sans même t'écrire, vont automatiquement sur ton site internet, passent une commande pour un montant moyen qui est de... Le panier moyen est de 45 € en général. 45 €, et après, on va raconter tout ce système-là, mais t'as une demande qui est envoyée à un imprimeur, et puis la personne reçoit chez elle. Donc, le Instagram, c'est un levier. C'est un levier, c'est la plus belle des vitrines, c'est la communauté. Et moi, je crois que tu viens de donner des conseils qui sont super importants, de parler vraiment avec le cœur, avec ses émotions. Est-ce que être authentique, je pense. Être authentique. Est-ce que tu as identifié ce qu'on appelle des super fans, en tout cas des personnes qui te connaissaient pas il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois peut-être, et qui maintenant ont pris l'habitude de commenter sur tes publications et qui vont même te demander, qui vont te challenger un petit peu, qui vont venir vers toi en te disant on est ta communauté et voilà ce qu'on aimerait voir. Oui, en fait, c'est ça qui est génial, je veux dire, avec les réseaux. En tout cas, moi, pour Instagram, c'est que il y a certaines de mes clientes qui sont vraiment devenues des amies, mais enfin, je vais déjeuner avec elles 1 ou 2 fois par semaine. Enfin, peut-être pas, mais je veux dire, il y a vraiment un vrai lien en fait qui se crée. Et puis des retours qui sont vraiment sincères. Moi, je sais qu'il y a eu un moment où j'ai plus trop publié en 2021, et j'ai une amie du coup qui à la base est une cliente, mais qui m'a tapé du coude en disant bon Anne, tu t'y remets là, et je suis repartie. Et c'est ça qui est chouette en fait, c'est d'aussi réussir à transposer tout ce qu'on va créer sur un réseau virtuel d'une certaine manière, et de pouvoir le transposer aussi dans la réalité. Et je trouve, enfin, moi j'ai trouvé vraiment des très belles amitiés grâce à ça. Génial. 3e secret de la réussite en tant qu'illustratrice freelance, la diversification de ses activités. Ne pas vendre un seul produit, un seul service, une seule chose. Alors Anne, tu fais beaucoup de choses différentes. On va juste lister tes activités aujourd'hui. Tu as une activité d'illustratrice sur commande sur mesure. Oui. Tu réponds à des commandes sur mesure. C'est ça. Pour des particuliers ou des professionnels. Est-ce qu'on peut mentionner quelques types de professionnels que tu as? Oui, j'ai déjà travaillé avec des mairies qui vont par exemple me commander des illustrations de leur patrimoine municipal pour des campagnes de vœux pour la nouvelle année, pour leur boutique dans les offices de tourisme, pour leur communication, pour les événements. Donc ça, c'est possible. Aussi des institutions, des musées, ou même des entreprises. Bon, forcément, il y a toutes les entreprises autour du patrimoine, les lieux de réception pour les mariages, les chambres d'hôtes aussi. Je peux créer des logos de chambres d'hôtes. Mais aussi, ça peut être j'imagine un restaurant qui a une belle façade, une belle devanture, et qui veut vraiment je veux dire capitaliser dessus d'une certaine manière, enfin voilà, mettre en avant le fait que voilà, j'ai acheté créer un restaurant dans un lieu intéressant, je le mets en avant parce que bon, mine de rien, quand on est un client, on va forcément aussi dans des lieux pour le lieu en fait, pour l'espace dans lequel on va avoir l'expérience qu'on cherche. Donc voilà, capitaliser vraiment sur l'espace qu'on a. Et voilà, donc voilà, entreprise, mairie, musée. Ça peut être très large. C'est très large en fait. Vignoble aussi. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de châteaux, lieux de réception. Non, il y a vraiment plein de. Et ça, ce n'est que la première activité. Donc première activité, je réalise des illustrations sur mesure, soit pour des particuliers, soit pour des professionnels. C'est ça.
Deuxième activité, tu as une boutique en ligne. Exact. On l'a mentionné tout à l'heure dans la vidéo. C'est Tu ça. as une boutique en ligne sur laquelle je peux venir commander une ou plusieurs illustrations Tout à fait. que tu as déjà réalisées, donc qui sont en stock. Oui. Et là, toi, tu travailles avec un imprimeur C'est ça. qui reçoit automatiquement une notification. Non, je fais encore ça de manière un peu artisanale, mais je reçois la commande et ensuite j'ai mon stock en fait dans mon atelier et ensuite j'avoue je suis encore à l'artisanal. C'est moi qui prépare les commandes avec un petit mot, voilà. Mais ça représente une partie croissante de ton chiffre d'affaires. C'est quelle augmentation entre 2020 et 2021 cette partie-là? Pour la boutique en ligne, je crois qu'on est à plus 66%. Entre 2020 et 2021 et forcément la période des fêtes qui est importante puisque c'est un super cadeau de Noël. Novembre-décembre ça me représente 40% de mes ventes de 2021. C'est un chiffre assez important. Ouais. Question là-dessus, quelle est la marge que tu as sur une illustration commandée via la boutique en ligne? Alors c'est vrai que sur tout ce qui est produit en stock, la marge est forcément plus importante que lorsque je vais faire une illustration sur mesure, puisque là on va parler vraiment de mon temps qui est plus important mine de rien que la valeur papier en fait d'une illustration. Et c'est vrai que ça ça peut être parfois compliqué, en tout cas quand on se lance, de poser un prix en fait derrière son travail, puisque moi je me souviens au tout début en plus je lançais mon activité, de quelqu'un qui m'a dit mais finalement c'est qu'un bout de papier. Non. Mais là tu lui as sorti la réplique de Picasso. Mais tu la connais la réplique de Picasso? Non. C'est Picasso qui est vers la fin de sa vie dans un restaurant. Ouais. Et quelqu'un alors je sais plus, j'ai un doute sur l'histoire exacte. Je vais vous raconter les deux versions. Ouais. Première version, il est dans un restaurant et il dessine sur une serviette en papier, la serviette du restaurant, il gribouille un truc et quelqu'un vient le voir en disant « Ah, monsieur Picasso, est-ce que vous pouvez me passer ce truc que vous avez fait, ce dessin ?» Et il lui répond « Oui, c'est 30 000 euros, 300 000 euros. » Oui. Je me dis « Mais attendez, ça vous a pris 3 secondes de le faire sur la serviette en papier ?» Il dit « Non, ça a mis 30 ans. C'est ça ça, a mis toute ma vie. » exactement. Ouais. Alors je sais plus si c'est ça ou si la personne vient le voir en disant « Est-ce que vous pouvez me faire un dessin ?» Il lui fait le dessin sur demande et ensuite il lui propose le prix. Mais bon, à chaque fois, la fin de l'histoire est la même, c'est le résultat de tout un parcours en fait. C'est le résultat de tout un parcours, c'est le résultat d'heures et d'heures et d'heures de travail. Mais donc effectivement, c'est vrai que pour les indépendants, les créatifs surtout les créatifs, c'est pas évident de mettre un prix derrière qui ont la capacité de faire ce que tu as fait, à savoir soit je vends mon temps, soit je crée quelque chose qui ensuite a sa propre existence. On est souvent confronté à cette ambivalence par rapport au prix. Je me sentais à l'aise, je me sortais sans l'imposteur en me rassurant sur le fait que je vendais mon temps. Donc du coup, je faisais plein de calculs Excel pour me dire mon heure, elle vaut tant avec les charges sociales. Ok, c'est bon, ça vaut tant mon illustration sur mesure. Et par contre, le jour où tu rentres dans ce qui est en fait la réalité j'ai envie de dire des artistes les plus renommés. Un chanteur, ses CD se vendent sans qu'il ait besoin de les réenregistrer à chaque fois. Un auteur de livres fait la même chose. Un peintre célèbre. À ce moment-là, c'est vrai que ça peut générer un problème. Mais en tout cas, toi, tu as réussi à fixer le prix d'utilisation à un montant où tu ne perds pas d'argent par rapport à la production du papier et à la logistique, parce qu'il y a aussi des frais d'envoi. Bien sûr. Par la poste qui doivent pas être donnés. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que je pense qu'on est pas mal non plus justement dans la communauté des illustrateurs ou des créatifs à avoir joué en fait sur ces deux propositions en fait, sur le sur-mesure d'un côté et sur le fait de proposer des illustrations ou des produits un peu plus en série en fait mine de rien. Et du coup jouer sur ces deux tableaux, ça permet aussi déjà de voir ce qui nous correspond le mieux. Et surtout en termes de rentabilité et de chiffre d'affaires, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu dépends plus de ton temps. Premièrement, tu peux capitaliser sur des choses que tu as créées, qui ont beaucoup de valeur, qui sont géniales,
et que d'autres personnes ont envie auxquelles d'autres personnes ont envie d'accéder. Oui. Et puis aussi, moi, quelque chose que je vois avec l'habitude des accompagnements, c'est il faut diversifier son quotidien. Si on fait toujours la même chose, on devient fou. Et il peut y avoir aussi quelque chose d'assez épuisant dans l'activité première, à savoir une activité de service. Oui. Il y a quelque chose d'assez épuisant qui est, je suis toujours en train de discuter de briefs, de propositions, de demandes clients. Oui. Je suis toujours en train de répéter ce cycle où, ok, je me remets sur un autre client, sur un autre projet, je me remets sur mon ordinateur, je me remets à travailler. Ensuite, j'envoie mon devis, je regarde si j'ai été payé ou pas. Il y a une monotonie qui peut s'installer. Oui. Et là où l'entrepreneur, dans notre âme intérieure, j'ai envie de dire, Constitution, s'émerveille comme un enfant, oui. C'est quand il a ses différentes activités et qu'il joue avec, comme quand tu joues à un jeu de société. Moi, je pense que ce côté multicasquette, c'est un truc qui m'a énormément attirée en fait dans l'entrepreneuriat. J'ai besoin en fait de faire plein de choses à la fois. J'ai besoin de me dire que dans la journée, je vais faire de l'illustration, de la compta, des photos, de la retouche, de la création de contenu. Enfin, j'ai des articles de blog aussi parce que j'ai un blog. Donc, enfin, j'ai besoin en fait d'avoir ce côté multitâche pour pas m'ennuyer dans la journée en fait et puis pour avancer. Et tu as 27 ans, on le rappelle. Oui. Mais on n'a pas fini sur tes activités. On n'a pas fini justement, parce qu'il y a aussi des ateliers de sensibilisation oui. pour des enfants au patrimoine. C'est ça, exactement. Ce que je disais tout à l'heure, tu sais, le cercle vertueux, valorisation, sensibilisation et préservation. Donc, forcément, l'illustration, 95% de mon temps dans la valorisation. Mais il me semblait aussi intéressant à la fois dans ma démarche en fait d'acteur du patrimoine, si je peux le définir comme ça, mais aussi forcément dans ma démarche entrepreneuriale de diversifier mes sources de revenus, de proposer souvent à des musées ou des municipalités des ateliers de sensibilisation au dessin, ou alors à l'architecture ou au patrimoine de manière plus générale, mais de pouvoir sortir de derrière mon écran et voilà aller avec à la rencontre en fait aussi des jeunes, mais de pouvoir leur expliquer comment on peut dessiner telle ou telle façade, et puis surtout leur montrer que c'est important en fait de le préserver et leur transmettre un peu de ma passion en fait. Mais on a une telle méconnaissance par rapport à ça en plus. Tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as dit le patrimoine, pour le voir, il suffit de lever la tête et de sortir de son téléphone. Ouais. Et c'est vrai que moi, tu vois, l'exemple qui me vient en tête, c'est quand il y a eu la catastrophe de Notre-Dame. Pour la première fois, on a entendu parler dans les médias de ces acteurs du patrimoine qui s'occupent de lieux comme Notre-Dame. On avait eu beaucoup d'articles sur quelles allaient être les entreprises chargées de la rénovation. Alors, là, je sais qu'en ce moment, si on va près de Notre-Dame, on voit d'ailleurs autour du chantier qui n'est pas fini, énormément d'affiches, de posters. Enfin, il y a d'éléments qui permettent de comprendre comment fonctionne le chantier. Donc, il y a un travail d'éducation qui est fait pour. C'est important. Voilà, comment est-ce qu'on recrée un vitrail, comment est-ce qu'on sauve les pierres. Enfin, et donc déjà merci de faire ça. Je pense que c'est bien, c'est vraiment bien pour la société d'avoir des gens comme toi. Et aussi je peux comprendre très facilement pourquoi ça te fait du bien à toi de sortir de ton écran et aller discuter dans la vraie vie de ce qu'est le patrimoine. Et je voulais rebondir justement, tu parlais de Notre-Dame, tu vois, et là, dans les 2-3 années là qu'on vient de passer, il y a eu donc plusieurs événements. Il y a eu cet incendie de Notre-Dame qui nous a permis de nous rendre compte justement que le patrimoine, il n'était pas immuable, quoi, qu'il fallait en prendre soin. Enfin, on ne s'imaginait pas en fait que Notre-Dame, qui est un symbole énorme français, catholique, du patrimoine. Enfin voilà, il touche vraiment tout le monde. Pouvait être détruit, peu importe la manière d'ailleurs. Donc il y a ce côté où on se rend compte que le patrimoine il est important de le préserver parce que il faut qu'il puisse être transmis. Et il y a aussi cette fameuse crise qu'on traverse où on a été un peu limité dans nos déplacements, mais mine de rien, je pense que ça nous a permis de comprendre que le patrimoine en fait on en avait en bas de chez nous.
Alors soit au sens premier, soit enfin dans un rayon assez proche, mais je pense que ces deux événements négatifs en fait qu'on a vécu ces dernières années, qui nous ont fait prendre conscience de ces deux choses quoi. Le patrimoine n'est pas immuable, il faut le protéger, et le patrimoine n'est finalement pas si loin que chez nous qu'on ne le pense, et il y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde quoi pour en profiter. Tu connais l'histoire du temple d'Abou Simbel en Égypte? Redis-moi. Donc c'est un temple avec donc qui est célèbre pour son entrée où il y a deux statues à gauche, deux statues à droite, immenses, avec des dieux égyptiens qui sont assis comme ça, comme moi, dans une chaise. Et donc la taille du doigt de pied, c'est la taille d'un humain. Oui, forcément. Et ce temple, post-Seconde Guerre mondiale, je sais plus si c'est la fin des années 40 ou des années 50, a été menacé par la construction du barrage d'Assouan par le président de l'époque, Nasser. Oui. Et donc ils ont déplacé pierre par pierre le temple. Pour le mettre X kilomètres plus loin. Mais c'est fou ce qu'on fait. C'est fou ce qu'on fait pour le patrimoine. Ouais. Bon, alors après, je connais pas tous les détails, mais je crois qu'en termes de nombre de personnes qui sont mortes sur le chantier, on n'était pas forcément dans le respect de l'humanité. Mais en tout cas, allez voir, dites-nous si vous regardez cette vidéo, allez éclairer ma mémoire sur les conditions du transfert de ce monument. Ouais. Mais c'est ça devait être un truc colossal. C'est colossal. Ouais. C'est colossal. Génial. On a énormément digressé. Juste pour finir sur ce sujet de la communauté Instagram. Oui. Toi aujourd'hui, quelles sont tes envies pour cette communauté, pour la faire grandir? Est-ce que tu as déjà un calendrier éditorial avec des publications et un engagement à communiquer chaque mois sur cette communauté? Oui. Est-ce que tu imagines peut-être proposer des rencontres physiques aux gens de ta communauté, voilà, des parcours dans Paris avec Anne? Complètement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de cette communauté, Anne? Eh bien, c'est vrai que les rencontres en physique, alors déjà, je pense que ça manque à tout le monde, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pensé, à laquelle j'avais pensé l'année dernière. Bon, du coup, ça a été un peu compliqué à mettre en place, mais aller se balader dans Paris, sortir les yeux de nos téléphones, justement, enfin lever les yeux de nos téléphones et profiter du patrimoine, ça c'est quelque chose qui pourrait être vraiment chouette. Toujours justement dans l'idée de rencontrer les gens vrais et d'échanger. Je pense que tu vises très 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 juste, et je le redis vraiment à toutes les personnes qui regardent la vidéo. La communauté, mais c'est quelque chose d'incroyable. C'est incroyable déjà. C'est hyper porteur en fait, mais c'est ça. Ça fait du bien déjà. Et c'est porteur. Voilà. Ce terme-là est très fort. Complètement. Ça porte ton entreprise, ça porte ton business, ça porte ton aventure. Les personnes, il faut se mettre en fait dans la tête de la personne de votre communauté. On achète tous des produits, des activités, des services tous les jours sur Internet ou dans la vraie vie. Évidemment que c'est extrêmement rare d'avoir une expérience communautaire quand on fait ses achats. Oui, c'est vrai. Avoir une expérience communautaire et participer à un événement de Anne, un de tes événements, mais c'est sûr que le jour où je veux une illustration pour ma maison, peut-être que mon appartement ou mon vélo, ou je ne sais quoi, enfin, en tout cas quelque chose que je mets dans mon patrimoine, c'est sûr que je vais aller te voir toi, parce que j'aurais eu une relation qui est très forte. C'est la différenciation qui est faisable en fait. C'est vrai surtout sur les réseaux en fait. Enfin, on a en tant que client, on a la possibilité d'avoir accès à tout en fait aujourd'hui avec les réseaux, avec Internet. Mais ce qui nous, en tant que créateurs, va nous démarquer en fait, c'est notre personnalité, c'est la manière dont on amène les choses, c'est le lien qu'on va créer avec les gens. Et à prestation égale, bah oui, forcément, enfin, c'est humain en fait d'être à la recherche de ce côté humain justement et de privilégier les relations humaines avant tout quoi. Ouais, pensons à ça, pensons à développer nos réseaux et nos communautés par briques. D'abord, choisir le bon réseau social. Pour toi, c'était Instagram. Comprendre les publications qui fonctionnent grâce aux conseils d'une petite sœur. C'est ça. Appelez la petite sœur d'Anne. Voilà, c'est la règle de cette vidéo. Ensuite, créer une routine, des habitudes, être dans un échange permanent, rencontrer certains membres comme tu l'as fait. Tu l'as mentionné avec des déjeuners. Oui. Et puis une fois que la communauté est là, 10 000
abonnés, une fois qu'on sait que cette communauté nous amène 80% de nos clients, enfin que c'est quelque chose qu'on fait pas en vain, ça a un vrai impact, et ben se laisser la liberté d'aller encore plus loin, proposer des rencontres pour que les gens qui sont passionnés par le même sujet puissent se parler entre eux et entre elles. Complètement. Et je voudrais rajouter une petite chose, justement un peu pour pas rééquilibrer, mais je m'étais mis un objectif en 2021 d'avoir une communauté à 15 000 personnes. Je vois bien, aujourd'hui on n'y est clairement pas. Et pourtant, j'ai fait 40% en plus de chiffre d'affaires sur cette année. Donc, c'est vrai que de toute façon sur les réseaux, on a toujours cette course à toujours plus, voilà, avoir plus d'abonnés, plus de likes, plus de choses comme ça. Mais en fait, c'est presque pas le plus important en fait. C'est la qualité qu'on va donner à la communauté qu'on a déjà. Qui va faire en fait qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires ou de prospection, etc. Mais voilà, je pense que c'est aussi important de rééquilibrer entre guillemets la balance et d'essayer en tout cas dans une certaine mesure de pas trop être focus sur les chiffres, mais d'être pertinent dans la qualité de ce qu'on va proposer aux gens. 100% d'accord. Merci de passer ce message. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 10 ans, j'étais aussi tout le temps en train de me demander mais comment est-ce qu'on va chercher plus de fans sur Facebook, plus d'abonnés sur Twitter. Oui. Et avec le temps, j'ai fait un pivot radical. Je ne regarde plus jamais le nombre d'abonnés à Instagram de Live Mentor, le nombre d'abonnés à la newsletter, le nombre de fans sur la page Facebook. Par contre, je demande à ce qu'on regarde, et je regarde moi aussi tout le temps, chaque semaine, les commentaires, les réponses à la newsletter, les commentaires sur les publications Instagram, les participations à des événements, et puis regarder à la fois la quantité donc de ce qu'on appelle des interactions, mais surtout la qualité. Et quand tu vois que un de tes textes ouvre une parole, ouvre un espace de libération, mais ça compte 1000 fois plus que ton nombre d'abonnés. Exactement. Donc on pourrait, par exemple, effectivement, quand on est en début d'année, on enregistre cette vidéo là au mois de janvier 2022, se dire est-ce que l'objectif c'est x2, x3 sur les abonnés à Instagram, ou est-ce que c'est de se dire c'est d'avoir au moins tant de commentaires chaque semaine et d'avoir peut-être 1, 2, 3, 4 événements en présentiel ou en ligne de discussion. Secret numéro 4 de la réussite, et il va vous surprendre en tant qu'illustratrice freelance, trouver sa propre manière de vendre. Alors Anne, toi, tu ne fais pas de prospection. Toi, tu n'envoies pas de messages. Ça me file des boutons. Ça te fait des boutons. Surtout pas de messages à des mairies. Bonjour, je vous propose mes services. Est-ce que vous auriez pas quelque chose à illustrer? Non. Tu n'envoies pas de messages à des particuliers non plus. C'est quelque chose avec lequel t'étais pas forcément à l'aise, la vente. C'est pas ton. Pas du tout. Tu t'es jamais vue comme une vendeuse. Non, je suis une créative en fait. Et bon, malheureusement, c'est souvent opposé. D'ailleurs, on dit souvent que les créatifs ont du mal à se vendre, mais en tout cas, je fais partie de ce stéréotype. Mais non, je suis pas du tout à l'aise avec le fait d'aller envoyer des messages pour proposer mes services, et même dans la position inverse, quand quelqu'un, typiquement sur LinkedIn, m'envoie un message pour m'expliquer son produit, son service, où je vois bien que c'est pas du tout pertinent d'ailleurs avec ce que je peux faire, je suis pas du tout réceptive en fait. Donc en fait dans les deux sens, autant en tant que client qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui j'aime pas trop. Eh ben, je ne peux que faire écho à ce que tu dis. On a chacun une entreprise dans des domaines très différents. Toi, c'est des illustrations. Moi, c'est des formations. Et je suis fier que Live Mentor ne fasse jamais de prospection. On n'a jamais envoyé de messages automatiques sur LinkedIn pour présenter nos formations. On n'a jamais envoyer de SMS, ce type de SMS disant formation financée CPF, les appels, ça c'est horrible dans le monde des formations. D'ailleurs, moi-même, on m'appelle tout le temps pour te vendre des formations que tu as déjà, oui. Pour me vendre des formations. Moi, la semaine dernière, on m'a proposé des services de relevé de façade de monuments. Enfin, genre, ce que je fais. On dit, non, en fait. Enfin, j'ai même pas pris le temps de répondre, mais non. Ça, c'est un enfer. Et alors moi, pour être dans une situation où je vois beaucoup d'entreprises et j'ai accès à pas mal de chiffres, le problème c'est que je sais aussi que ces entreprises-là sont en grande difficulté. Les entreprises qui sont le plus dans la prospection acharnée, constante,
C'est ça. vont très mal. Elles perdent Ah oui. énormément de temps à faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, ça, tu l'as identifié, tu voulais pas le faire. Oui. Mais par contre, tu as trouvé une autre manière de vendre, Oui. qui est d'accueillir les gens qui font appel à toi. Oui. Et ça, tu as mentionné en fait le monde des créatifs, et c'est vrai que si on va sur quelques forums de créatifs sur Internet, on a ces confessions, ces témoignages de rapports très difficiles à la vente. Oui. Mais il manque parfois dans ces communautés l'approche très différente, l'approche de ce que j'appelle moi la communication généreuse. Oui. Que tu as mise en place. Alors comment ça fonctionne quand quelqu'un te contacte sur Instagram? Alors souvent la personne qui va me contacter sur Instagram, c'est quelqu'un qui me suit déjà depuis quelques temps, qui a eu le temps de parcourir parfois mon site internet ou même mes publications les plus récentes, mes stories, etc. Donc c'est quelqu'un qui va être sensible au patrimoine et donc dans l'idée, dès qu'elle me contacte en fait sur Instagram, moi je vais pouvoir l'aiguiller, surtout quand c'est de la réalisation sur mesure. Donc je vais pouvoir cerner son besoin, discuter avec elle, voir pourquoi elle en a besoin, si c'est un particulier, si c'est pour un cadeau pour un anniversaire, si c'est pour la réalisation de faire-part pour des mariages. Donc ça me permet aussi d'aiguiller. Et puis si c'est des professionnels, voilà, de plutôt enclencher sur un appel téléphonique parce que c'est des besoins qui sont plus complexes à cerner que ceux d'une illustration d'une maison de famille pour un particulier, où là, du coup, on va vraiment avoir des enjeux, enjeux économiques, de valorisation et voilà, toute une logique, en fait, d'entreprise et d'image de marque qui est importante pour ce client-là. Donc, l'idée, c'est voilà, de cerner son besoin et d'être à l'écoute de ce dont il a besoin à travers mes services. Et ensuite, je les aiguille vers mon site internet où j'ai mis en place un petit article qui explique les photos dont j'ai besoin pour travailler, avec les à faire, à ne pas faire, et qui va voilà permettre à la personne qui va me commander une illustration de m'envoyer les photos adéquates pour que moi je puisse établir mon devis et travailler par la suite. Je t'envoie une photo de ma maison, Ouais. plusieurs photos, et C'est toi ça. tu peux derrière Exactement. effectivement faire un devis selon la complexité du lieu. Tout à fait. C'est super intéressant parce que moi j'entends plusieurs choses ici que tout le monde peut, que toutes les personnes qui sont à leur compte peuvent Transposer. Ouais. peuvent transposer absolument. Premièrement, comme je fais de la communication généreuse, Oui. j'attire vers moi des personnes qui me connaissent déjà, qui se sont renseignées, qui ont une vraie intention pour travailler avec moi. Oui. Donc je peux prendre le temps de leur parler. C'est ce ça. que tu fais. Oui. De vraiment les accueillir. Exact. Et par contre, ce que j'entends aussi, c'est une réflexion à la fois artisanale, mais optimisée. Oui. J'ai cartographié ce que moi j'appelle le flux de production. Alors ça veut dire quoi le flux de production? C'est la série d'étapes par lesquelles l'activité d'un indépendant fonctionne. Mhm. Et donc toi, il y a dans ton flux de production C'est ça. le fait de recevoir des éléments Oui. et de pouvoir travailler. Et tu as, au lieu de répéter le même truc à chaque fois, Je faisais ça au début, ça m'a vite saoulée. Et du coup, voilà, je me suis dit, T'as je fait les un article renvoie de sur blog. ça. Et voilà. ouais. Mais c'est des détails, mais tellement C'est un gain importants. de temps. Enfin, Tellement important. Enfin, ouais. si on calcule, c'est combien de temps gagné peut-être par mois, peut-être une énorme. demi-journée. Oui. C'est un vraie gain de temps demi-journée. et un gain de qualité aussi parce que ça m'évite d'oublier. Parce que bon, forcément, si je fais ça de manière hyper artisanale en expliquant moi-même par message, enfin, il y a tellement de choses où c'est assez, pas complexe, mais voilà, il faut tellement cerner la chose que je perds des éléments d'une personne à l'autre. Alors que là, j'ai pris le temps de le faire, tout est clair et je pense que c'est aussi la personne en face va se dire oh bah c'est plutôt bien rodé quoi. Je veux dire, elle est pas, Elle sait ce qu'elle fait. elle sait ce qu'elle fait. Ça rassure, c'est Ouais. en confiance. C'est cadré en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est une règle du process commercial. Oui, C'est d'être cadré. c'est ça. C'est d'être dans un entonnoir. Oui, C'est de savoir quelle est la prochaine étape à chaque fois. c'est ça. C'est une vente, c'est un tempo, c'est un timing. Et là où ce qu'il faut pas confondre, c'est ne pas faire de la prospection acharnée, violente, où là tu es dans un tempo qui est beaucoup trop agressif. Oui. Mais par contre, une fois que la personne est venue à toi et t'a contacté, C'est ça. Oui. il faut qu'on ait des délais pour décider ou pas de bosser ensemble. Oui. Il faut pas laisser traîner Oui, c'est le ça. processus de vente pendant des mois et des années. Exact.
Est-ce qu'il y a encore des moments où tu peux te sentir illégitime au moment de vendre? Est-ce que t'as encore certains doutes qui peuvent des choses où tu aimerais progresser, des éléments du processus commercial où tu n'es pas à l'aise? Mais c'est vrai que je suis moins à l'aise quand je prospecte, quand je suis en relation avec dans le monde du B2B par rapport à quand je travaille avec des particuliers. Mais ça, je pense que avec l'expérience en fait et avec le fait de prendre conscience de pourquoi j'ai ces croyances limitantes là, enfin là, je pense qu'il y a tout un travail de mindset à faire, enfin que je fais petit à petit et d'ailleurs ça rejoint un de mes objectifs de 2022, c'est de travailler à 70% au moins avec des professionnels. Donc ça va être un challenge, mais en même temps je pense que j'ai mis le doigt sur les choses à faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et ta plus belle vente, celle qui t'a vraiment le plus fait plaisir, ou le jour où la personne t'a dit oui, tu t'es dit mais ça c'est génial que je fasse ce métier. Il y en a eu plein à différentes échelles, mais là récemment j'ai signé un contrat avec une mairie qui m'avait déjà contacté l'année dernière, avec qui j'avais déjà travaillé et qui a multiplié par 6 là le devis, que j'ai signé là récemment avec elle. Donc voilà, ce côté le client qui revient et qui en veut encore plus et qui me fait confiance au final. Ça c'est hyper chouette et c'est vraiment cool quoi. Effectivement, on limite souvent la vente au modèle mental. Je trouve des nouveaux clients, mais alors qu'en fait la vente la plus plaisante, c'est quand tu accompagnes quelqu'un sur la durée. C'est la régularité, c'est la fidélité, c'est les engagements sur plusieurs années. Et c'est des relations humaines qui se construisent dans le temps et on fait du super boulot. Incroyable. Le secret numéro 5 de la réussite pour une illustratrice freelance, la construction de son réseau. Alors Anne, tu as 27 ans, tu étais dans des études qui n'étaient pas des études d'illustration il y a quelques années. Tu n'avais jamais travaillé dans le monde du patrimoine, mais tu as réussi à te constituer ton réseau avec beaucoup de passion. Et aujourd'hui, on ne fait pas dire que tout le monde du patrimoine français, mais bientôt, connaît Anne, mais quand même, tu es devenu, notamment grâce à ton compte Instagram, quelqu'un de légitime dans ce monde-là, dans cet écosystème-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour construire son réseau? Je voulais insister sur ce point parce que on le voit, on le sent, tu es quelqu'un d'extrêmement créatif, tu es une passionnée à la fois du dessin, de l'illustration et puis de l'histoire des bâtiments, mais être entrepreneur, être à son compte, c'est aussi être à l'extérieur. C'est aussi être avec le reste de l'écosystème. C'est mettre le pied dans un monde nouveau et réussir à faire le cap, le saut entre ces deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur, est essentiel. Comment tu as fait? Alors c'est vrai que j'ai commencé toujours Instagram puisqu'on est en fait le fait d'être spécialisé forcément t'attires forcément des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi en fait. Le fait d'être passionné, donc le fait d'être spécialisé, le fait d'être passionné, forcément ça crée du lien en fait et des liens authentiques. Du coup, je pense aussi que l'authenticité c'est hyper important parce que de toute manière, on peut pas mentir quand on parle avec ses tripes, clairement. Et donc, je pense que ça c'est quelque chose qui est assez déterminant en tout cas dans la création d'un réseau de valeurs en fait, mais pas forcément de valeurs financières, tu vois, mais de valeurs de valeurs quoi, de passion partagée, de centre d'intérêt commun. Et voilà. Et c'est vrai que au-delà du coup des réseaux sociaux, je pense que c'est important justement de sortir de cette en tout cas moi de ma zone de confort et d'aller d'essayer de participer à des salons professionnels tournés autour du monde du patrimoine ou du tourisme, d'aller vraiment à la rencontre à la fois soit de potentiels futurs clients, mais en fait
l'idée c'est pas forcément de voir ces gens-là comme des futurs clients en fait. Moi par exemple, quand je vais le week-end me balader, visiter tel ou tel château ou un musée, je discute soit avec les propriétaires, soit avec les gérants. Mais je discute avec eux de passionné à passionné en fait, pas de client à professionnel. Et du coup, je pense que du coup, ça crée un contact qui est vrai et authentique et qui ensuite, du coup, peut découler éventuellement sur un contact plus professionnel et pour mettre en valeur leur patrimoine. Mais c'est pas la porte d'entrée première en fait. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure dans notre interview. Oui. Tu as dit, je suis acteur du patrimoine. Je fais partie des acteurs du patrimoine. Oui. Et ça me semble être essentiel quand on crée un réseau. À savoir, il y a dans ce réseau des personnes qui seront peut-être ou pas clientes de nos services. Nous serons d'ailleurs peut-être, nous, clients ou clientes de leurs services, de leurs produits, de leur activité. Oui. Mais ensemble, on est acteurs d'un écosystème et on le défend. C'est ça. Et toi, c'est ce que j'entends en fait. J'entends que quand tu es à côté d'un propriétaire de château, la relation que vous allez créer d'abord ensemble, c'est une relation basée sur votre amour commun du patrimoine et votre envie commune de le préserver, de le sauvegarder et donc de vous battre face à certains ennemis qui pourraient être, je sais pas, des coupes budgétaires. On a le même cheval de bataille en fait. Voilà. Et les mêmes passions et c'est ça qui est génial. Je dis souvent... l'année dernière et même cette année, je réfléchis pour éventuellement travailler avec des stagiaires, enfin une stagiaire, et je me faisais la réflexion. En fait, tu peux apprendre à quelqu'un, les compétences, tu peux les développer sur tout ce qui va être compétences techniques, rédaction, etc. Mais tu peux pas apprendre à quelqu'un à aimer le patrimoine. Enfin, c'est pas possible. Donc en fait, justement le tunnel de je veux embaucher quelqu'un ou je veux faire appel à un prestataire extérieur, ce que je fais par exemple pour certains articles de blog, en fait la personne que j'ai recrutée, je l'ai recrutée parce que je sais qu'elle sait de quoi je veux parler en fait, parce qu'elle a la même passion que moi pour le patrimoine et voilà, je vais pas lui apprendre à apprécier les choses quoi. Il faut que ça soit J'adore avec les tripes en fait, c'est ça J'adore l'exemple que tu donnes parce que là on est en train de passer de je me construis un réseau pour intégrer l'écosystème, pour avoir des opportunités qui s'ouvrent à une autre partie du réseau. Ce réseau me permet d'embaucher, de recruter. Tu as mentionné une stagiaire, tu as mentionné des ressources pour ton blog, pour ta création de contenu. Et c'est vrai que toi, tu arrives à ce stade d'entreprise où tu vas pouvoir ne plus être seul et avoir une équipe autour de toi. Et le réseau va être ton meilleur allié pour trouver les bonnes personnes. Complètement. Et c'est gage de qualité aussi. Parce que le réseau, surtout quand on se construit, quand on prend le temps en tout cas de le construire, soit sur le long terme ou sur le moyen terme, c'est quand même plus... Je vais dire plus simple, mais plus simple en fait de recruter une personne dont on connaît les valeurs en fait et dont on connaît les sujets qui la passionnent, plutôt que de poster une annonce sur LinkedIn recherche telle ou telle personne pour tel poste et de tomber un peu sur le fruit du hasard en fait. Donc c'est vrai que l'on soit entrepreneur ou qu'on soit étudiant, stagiaire, alternant, enfin que sais-je. Se créer un réseau, en fait, c'est vachement important parce que ça peut être vraiment un vrai levier et un vrai tremplin. Parfait. Et je crois que c'est une très belle conclusion pour notre interview. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi. Quel est où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Donne-nous tous les noms. On va tout mettre évidemment sous la vidéo, mais le nom du blog, le nom du Instagram. Alors, site internet, du coup, blog et e-shop, illustrationdepatrimoine.fr. Illustrationdepatrimoine.fr. C'est ça, tout simple. LinkedIn aussi, un petit peu quand même, j'essaye de m'y mettre, donc illustration de patrimoine. Et Instagram, illustration _ donc _ patrimoine. Tiré du 8. Ouais, c'est ça. Illustration _ patrimoine. C'est ça. Génial. Et merci infiniment. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Allez mettre un commentaire en dessous de la vidéo, envoyez un message à Anne, allez regarder sur son site internet pour commander une illustration, ça lui fera très plaisir et vous ferez un très beau cadeau à un de vos proches. Si vous avez en ce moment des problématiques dans le lancement de votre activité en tant qu'indépendant, si vous souhaitez
être accompagné par un mentor pendant 3 mois, contactez notre équipe, contactez un conseiller pour faire un point sur votre situation et ça sera un plaisir de discuter de votre projet. À bientôt!